Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Et oui, bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil et avec le retour du maître Pascal Balducci. Je suis très heureux de retrouver Pascal pour un nouveau numéro consacré à un sujet très particulier qui me passionne en ce moment et dont je vous parlerai juste après le petit message habituel que je souhaite faire passer. Je salue tous les nouveaux Patreons et les anciens d'ailleurs, mais plus particulièrement les deux nouveaux arrivants récents en la personne de Jacques Carton et Julien Caillot. Je les remercie tous les deux de rejoindre cette fantastique communauté de trailers positifs qui soutient le LTP. Si vous souhaitez comme eux nous rejoindre, rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast. Dans cet épisode, j'ai souhaité aborder le sujet du trail et de la jeunesse. Alors la jeunesse au sens large, l'enfance et l'adolescence. Comment faire en sorte que nos enfants et nos adolescents puissent pratiquer le trail en toute sécurité, dans les bonnes conditions, avec les bonnes bases. Et puis nous allons évoquer avec Pascal les différents paramètres auxquels il faut faire attention lorsque l'on accompagne nos jeunes dans cette pratique qui leur permettra de se développer, de développer tous leurs sens et leurs capacités. Et vous l'entendrez, ça abattra quelques idées reçues, notamment sur la manière d'accompagner les jeunes et le sport. Allez, je ne souhaite pas vous faire patienter plus longtemps, je vous laisse profiter de cette magnifique conversation avec Pascal Balducci sur jeunesse et trail. Je suis avec Pascal Balducci. Salut Pascal, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver dans le podcast. Bonjour Nicolas, moi aussi écoute, ça me fait très plaisir de réapparaître aussi. Voilà, après quelques petits soucis, mais tout va bien, donc disponible pour ce nouvel épisode. Alors on va aborder un sujet qui moi me passionne en ce moment, dans le cadre de mon activité professionnelle, puisque comme tu sais j'ai obtenu mon diplôme d'éducateur sportif BPGEPS et on va faire comme l'année dernière, mais c'était dans le cadre d'un stage l'année dernière pour moi. Là, cette année, ça va être dans le cadre professionnel et d'activité principale, encadrer des enfants et des adolescents qui pratiquent le trail et la course à pied. Et l'important pour moi, c'était d'aborder ce sujet. Je me suis un petit peu formé avec on en parlera plus en détail tout à l'heure, le livre Préparation physique du jeune sportif de Sébastien Rattel qui fait référence aujourd'hui. Et donc, je voulais voir avec toi ce sujet-là des jeunes sportifs et du trail ou de la course à pied. Déjà, Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rapport, toi, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui dans ce cadre-là, du trail et des jeunes sportifs? Oui, en effet. Alors, moi, c'est vrai que je m'occupe de 2 équipes de jeunes. Alors, on va voir qu'aujourd'hui, on va parler encore des plus jeunes. C'est-à-dire, on va aussi parler des prépubères et voir ce qu'on peut faire à cet âge-là pour commencer à développer des qualités. Alors, moi, personnellement, je ne vais jamais parler d'entraînement pour les prépubères, mais plus de développement de compétences, d'habiletés, de jeu, de découverte, et voilà. Et ça me paraît extrêmement important, justement. On n'est pas là pour les entraîner, mais on est là pour les faire grandir et préparer les bases peut-être d'un futur entraînement, notamment au niveau de la puberté, mais on reviendra sur cette problématique. Donc moi, je m'occupe de 2 équipes de jeunes, mais qui sont plutôt des adolescents, c'est-à-dire à partir de 14-15 ans. Donc généralement, les recrutes minime 2, KD1 et jusqu'à la 3e année espoir, mais ce sont des années qui sont extrêmement importantes aussi pour le développement des habiletés chez ces jeunes. Donc vous connaissez tous par exemple Sylvain Cachard, Baptiste Fourmont. Ils sont issus de ces formations-là, notamment au sein du Team Buff. Cette année, on a par exemple un Jules Barriot dans le Brooks Trail Project, voilà, qui est devenu champion de France de course de montagne. Enfin, on a des tas d'exemples comme ça de jeunes qui, via une formation bienveillante et bien amenée, leur permettent justement de progresser très régulièrement. Et pour ceux qui en ont les capacités d'atteindre le haut niveau, comme c'est le cas par exemple actuellement pour Sylvain Cachard. Ensuite, c'est clair que quand on s'intéresse aux jeunes, il faut aussi s'intéresser encore aux plus jeunes. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, notamment avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Athlétisme, une formation qui s'appelle Graines de Trailer. Alors, au moment de la diffusion, la date sera passée, mais elle sera reconduite chaque année sur Saint-Étienne, où là, on va vraiment s'intéresser au développement psychomoteur de l'enfant
on va dire de la naissance jusqu'à la post-puberté. Et on va voir également ce qu'on peut mettre en place. Donc l'intérêt, c'est que c'est une formation qui est à la fois théorique et pratique. Donc moi, j'assure la partie théorique et Sébastien Cornette assure, le préparateur physique assure la partie pratique. Après, j'aimerais ajouter une dernière chose, c'est que tu as cité Sébastien Rattel, et donc les questions que tu vas proposer aujourd'hui sont très pertinentes parce que Sébastien est la personne référente en France sur le développement des qualités physiques justement chez les jeunes, avec notamment, il balaye pas mal d'idées reçues, on va en parler tout à l'heure, sur les notions par exemple de force et d'endurance qui vont à l'encontre de tout un tas de choses qui sont encore préconisées, donc on va en parler. Donc en effet, la préparation du jeune sportif de Sébastien Rattel, c'est le bouquin de référence pour ceux qui veulent approfondir la question. Voilà. Magnifique. Bon, super, super introduction, c'est parfait. On salue Seb Cornette d'ailleurs, qui passera prochainement dans un épisode, avec Blaise Dubois notamment. Pour commencer par le commencement, et là on parle du jeune sportif de manière générale, donc on est d'accord que ça part de l'enfance jusqu'à à l'adolescence, la fin de l'adolescence. Déjà, j'aimerais, si tu veux bien, donner une définition que j'ai trouvée dans ce fameux livre de Sébastien Rattel, qui définit la différence, enfin les caractéristiques de l'enfance et de l'adolescence. Tu me dis si je me trompe. Hein. A priori, d'après Sébastien, l'enfant, c'est avant l'apparition des caractères sexuels secondaires, donc pilosité, sein, etc. Pour les filles, c'est moins de 12 ans, et pour les garçons, c'est moins de 14 ans, a priori. Et Alors, pour les... oui, Vas-y, je t'écoute. vas-y. Continue, je t'en prie. Et pour les adolescents, c'est la période en phase de développement des caractères sexuels secondaires. Donc pour les filles, ça serait entre 12 et 17 ans, et pour les garçons, entre 14 et 17 ans. Exactement. On va développer un petit peu tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a finalement chez l'enfant un développement qui est discontinu, c'est-à-dire on n'a pas une croissance continue de l'enfant. Et cette croissance discontinue, on la voit par exemple, on sait qu'on a une croissance très rapide, c'est ce qu'on appelle une croissance par phase. Donc on a une croissance qui est très rapide la première année, c'est-à-dire de la naissance de l'enfant jusqu'à ses 1 an. Il va prendre beaucoup en taille en centimètres et jusqu'à atteindre à peu près 1 mètre à 3-4 ans. Donc là, la croissance est très rapide. Ensuite, on a un rythme qui va décroître, c'est-à-dire qu'on a à peu près 5-6 centimètres par an de croissance jusqu'à la puberté. Et là, alors bien sûr, c'est jamais, on est sur des statistiques, hein, il peut y avoir des différences entre les individus, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant qu'on est en pré-puberté, on a une croissance des garçons et des filles qui est tout à fait comparable. C'est-à-dire qu'on a des courbes statistiques qui sont quasiment identiques et parallèles. C'est ensuite que ça va se creuser après ce que Sébastien Rattel appelle le pic de vélocité de croissance ou le pic PVC, de croissance accélérée. le PCV. Voilà, qu'on va appeler le PVC, mais qui est le pic de vélocité de croissance et qui intervient en effet plus tôt chez les filles que chez les garçons. C'est-à-dire, il intervient vers 12-13 ans chez les filles et à peu près à 13-14 ans chez les garçons, tout en sachant qu'on a des pics de croissance qui sont précoces, qui peuvent apparaître dès 9-10 ans. On sait par exemple qu'on a une apparition des caractères sexuels chez les filles, notamment l'apparition des menstruations, des règles, qui sont parfois, qui sont en tous les cas plus précoces qu'auparavant. Hein. À 12 ans, on peut avoir des filles réglées, alors qu'avant, on était plus vers les 14-15 ans. Et on peut aussi avoir donc des pics de croissance tardifs, et ça va être plus fréquent chez les garçons, autour des 15-16 ans. Donc c'est pour ça que c'est important d'arriver à évaluer un peu ce pic-là, parce que c'est une période on va dire, de fragilité sur le plan psychologique, parce qu'il y a des bouleversements hormonaux importants, et également sur le plan physiologique, bien entendu, parce qu'il y a une croissance importante, et on va voir que on peut avoir parfois une discontinuité entre la croissance musculaire, la croissance osseuse, etc. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Et puis le deuxième point, ce qu'on peut dire sur le développement discontinu, c'est qu'il va falloir bien dissocier justement les phénomènes de croissance et de maturation. Donc c'est important d'expliquer ça. La croissance, c'est la partie, on va dire, quantitative, visible, c'est-à-dire c'est l'augmentation en taille et en poids d'un organe, donc que ça soit musculaire ou squelettique, alors que la maturation, ça va être l'amélioration de la fonctionnalité de cet organe. Ça va être la partie, on va dire, qualitative. Alors parfois,
croissance et maturation sont synchrones, c'est-à-dire qu'elles se développent en même temps. Et parfois, elles sont asynchrones, c'est-à-dire qu'on peut avoir une croissance alors que la maturation. Donc là aussi, il faut se méfier de ça. On peut avoir des enfants qui paraissent déjà adolescents, mais qui le sont que d'un point de vue de la croissance, mais pas de la maturation des organes, notamment d'un point de vue musculaire, notamment d'un point de vue coordination motrice. Voilà, il y a des tas de qualités qui peuvent se développer plus tard. Donc ça, c'est vraiment, et ça, c'est jusqu'au pic de vélocité de croissance. Et c'est un moment clé, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a des fenêtres physiologiques qui vont s'ouvrir. Et là, on va pouvoir commencer à parler d'entraînement, mais avec une adaptation importante des contenus. Voilà. Donc, c'était deux points importants sur lesquels je voulais tout d'abord insister, mais on va revenir ensuite là-dessus parce que ça a vraiment des implications importantes. Et on y reviendra peut-être quand tu auras des questions sur l'évolution du système nerveux ou justement le développement de la vitesse, de la coordination, de ce type de qualité. Bon, on voit déjà à ton introduction là, par rapport à cette définition-là, que on peut pas considérer les adultes et les jeunes sportifs. Il n'y a pas deux catégories. Au sein même des adolescents et des enfants, il y a toute des caractéristiques à prendre en compte. C'est vraiment pas simple. Chaque enfant et chaque adolescent en plus évolue différemment. Donc c'est là la complexité un petit peu de l'approche par rapport à cet âge-là, à ces âges-là, c'est que on est vraiment dans l'hyper-individualisation et ça va même, en lisant un peu le livre de Sébastien Rattel, il faudrait théoriquement prendre des mesures assis, debout pour vérifier un petit peu l'évolution et c'est très compliqué quoi. Exactement, c'est-à-dire Sébastien Rattel explique comment justement évaluer l'apparition du pic de vélocité de croissance, mais avec un suivi en effet assez complexe de l'enfant, alors qu'il peut se faire en pédiatrie, que l'entraîneur peut réaliser. Alors ça va être plutôt dans des disciplines où les athlètes sont pris très jeunes déjà à l'entraînement, tennis, gymnastique, parfois natation. Là, on a tout intérêt à réaliser ce type de mesures pour mieux adapter les contenus d'entraînement. Nous, dans notre sport, on peut s'en passer, on peut évaluer quand même de différentes manières ce pic de vélocité de croissance, comme tu le disais, notamment par l'apparition aussi des caractères sexuels secondaires. D'accord. On va essayer de simplifier. Alors simplifier, on va essayer. On va considérer qu'on a deux groupes, hein, les enfants et donc prépubères et les adolescents post-pubères. Tout à fait. Dans ces deux cas, quelles sont les principales spécificités des jeunes sportifs, tout d'abord anatomiquement, pour par exemple dans un premier temps les enfants, les prépubères. D'un point de vue anatomique, c'est ce qu'on vient de dire déjà un petit peu, c'est-à-dire on a un système, enfin tous les systèmes en tous les cas sont en cours d'évolution. Et en cours d'évolution différentielle, c'est-à-dire on peut en effet il faut surtout pas considérer le jeune enfant alors, ni comme un adolescent, ni comme un adulte en réduction. C'est tout le contraire. Et cet enfant prépubère a des qualités physiques qui lui sont propres, et on va avoir même des qualités physiques qui peuvent être extrêmement importantes et supérieures à celles de l'adulte sur certains points. C'est là où c'est extrêmement important. Alors pour parler de ça, je vais revenir quand même 2 secondes sur ces phénomènes de croissance et maturation, parce que on a donc une croissance générale qu'on a expliquée comme étant discontinue, c'est rapide, puis ralentie, puis à nouveau rapide après l'adolescence. On peut avoir au moment de l'adolescence justement, et c'est pour ça qu'on appelle ça un pic de vélocité de croissance, une croissance qui peut être très rapide, c'est-à-dire l'enfant peut prendre 20-25 centimètres parfois en 2-3 ans, voire moins, donc ce qui est assez énorme. Donc, on a cette croissance générale-là. On a un système nerveux qui se développe, lui, relativement rapidement, mais qui, au moment de la prépuberté vers les 11 ans, n'est pas mature. Alors, si ce système nerveux central, justement, donc système nerveux central, c'est cerveau et moelle épinière, s'il n'est pas mature, ça veut dire qu'on n'a pas, notamment, une coordination motrice ou une activation musculaire et donc neuromusculaire, puisque le muscle, il agit grâce à l'action du système nerveux. Donc, on sait que l'enfant, justement, à 11 ans, peut pas mobiliser, justement, tout ce qu'on appelle les unités motrices. Unités motrices. Voilà, exactement. L'unité motrice, c'est l'ensemble des fibres musculaires qui sont innervées par un motoneurone, donc par une fibre nerveuse.
et il peut en mobiliser à peu près en 11 ans que 80%, alors que l'adulte en mobilise à peu près 95%. Donc déjà, on a un déficit nerveux d'activation. Donc la première implication de ça, et on va en reparler après quand on va parler de la force, c'est justement qu'il faut développer la force très tôt, et ça c'est une première idée reçue à balayer, pour justement améliorer l'activation neuromusculaire, qui doit se développer très tôt parce que ça sera un gain pour justement le futur. Alors souvent on a peur. Pourquoi on a peur de faire de la force trop tôt? Parce qu'on a peur qu'il y ait un phénomène d'hypertrophie, c'est-à-dire que l'enfant prenne de la masse musculaire. Mais en fait, il n'y a aucun risque d'hypertrophie. Pourquoi? Parce que le système hormonal, lui, se développe très tard. Contrairement au système nerveux qui commence à se développer très tôt, le système hormonal se développe tard et il se développe notamment au moment de l'adolescence. C'est-à-dire que tant que l'enfant est en prépuberté, et que notamment chez les garçons, il n'y a pas de production de testostérone, ou très peu, eh bien, il n'y a pas de risque d'hypertrophie, donc de prise de masse musculaire. Et ça, on en reparlera tout à l'heure, parce que je pense que tu as des questions sur sur ce le sujet développement de la précis. force. On y reviendra. Donc, il y a nécessité à développer cette force très tôt. Alors, quand je dis développer de la force, ça ne veut pas dire soulever des haltères avec des charges. On verra tout à l'heure comment développer la force chez le jeune prépubère, notamment par des tas d'exercices sans charge, d'exercices de motricité globale, de coordination, de Bosu, ou sur le terrain également en nature. Hein. Dès lors qu'on va faire de la pente, par exemple, eh bien, on développe la force en milieu spécifique chez le jeune enfant. Voilà, et on va développer surtout justement l'activation neuromusculaire, et ça c'est intéressant de le développer le plus tôt possible. Donc ça c'est quelque chose déjà qui est très important chez le jeune. Et puis la deuxième application, mais c'est ce que je viens de dire en fait, c'est que on va développer cette force par l'adresse. Enfin, l'adresse, l'agilité, la coordination sont des qualités qui sont en lien aussi avec la force et qu'il faut développer le plus tôt possible, justement, en lien avec le développement du système nerveux central. Si on parle, donc là on a parlé de la période prépubère. Si on Voilà. parle de la période post-pubère, d'après ce que j'ai lu là sur l'ouvrage de Sébastien Rattel, il y a pas mal de problématiques, hein, comme tu le disais, une augmentation des segments, notamment osseux, qui Oui. sont pas forcément liés, enfin c'est-à-dire que les muscles grandissent moins vite que les os, d'après ce que j'ai compris. Donc il y a Ouais. toute une problématique d'organisation corporelle et de visualisation corporelle interne. Est-ce que toi tu peux en parler de ça dans la période Oui, exactement, post-pubère? parce que en lien avec ce qu'on vient de dire, en fait, et notamment quand on arrive à ce pic de vélocité de croissance, on sait déjà que l'augmentation de la masse suit toujours l'augmentation de la taille. C'est-à-dire l'enfant commence d'abord par grandir en taille avant de prendre en masse. Donc il y aura un peu de masse musculaire bien sûr, il peut y avoir aussi de la masse grasse, et ça a des conséquences extrêmement importantes. Ça veut dire qu'il va falloir protéger en effet le squelette, et comment pour éviter notamment les problèmes de dos que tout le monde connaît, c'est-à-dire ce qu'on appelle les lordoses, les scolioses, les kyphoses, qui sont des pathologies fréquentes à l'adolescence. Et comment on prévient ces pathologies? Justement en pratiquant du renforcement musculaire. Donc ça c'est extrêmement important. Au moment de ce pic, on doit également réduire les charges d'entraînement si on commence à parler d'entraînement à l'adolescence. C'est-à-dire, il faut se méfier de l'âge chronologique, mais plutôt essayer de prévoir l'âge, on va dire, squelettique et la maturation, en effet, de l'enfant. Ce qu'on sait aussi, qu'il y a une croissance différentielle, c'est-à-dire que l'enfant grandit d'abord par les membres inférieurs, puis ensuite le tronc, et ça va mettre justement, ce que tu disais, en tension, le système musculo-tendineux. Donc, on peut avoir chez ce jeune enfant des problèmes de tendons rotuliens, de tendons d'Achille, des fissures osseuses. C'est pour ça qu'au moment vraiment précis du pic de vélocité de croissance, il va falloir privilégier les activités portées, donc vélo, ski, il peut y avoir un peu de natation aussi à ce moment-là, et puis également avoir des étirements, donc pratiquer la souplesse à but prophylaxique. Ça va être également important. Et les pathologies les plus importantes qu'on relève à ce moment-là, c'est les ostéochondrites ou ostéochondroses, donc au niveau du genou et au niveau du talon. Alors quand c'est au niveau du talon, on parle de la maladie de Sever, qui est une maladie qui est assez bien documentée. Et quand on parle du genou, on va parler de la maladie d'Osgood-Schlatter,
qui est aussi une pathologie qui est assez répandue et qu'on voit de plus en plus, notamment chez les jeunes trailers, parce que certains se mettent déjà des charges d'entraînement trop tôt et inadaptées. J'aime Donc on bien va l'image qu'utilise Sébastien de clou qui serait pour un enfant ou un adolescent, d'un clou qui serait planté dans le plâtre. C'est-à-dire exactement. que pour un adulte, c'est plutôt le tendon qui va être sollicité et l'insertion dans l'os, on va dire, pour simplifier, est plus solide, alors qu'un enfant, avant que c'est plutôt au niveau de l'insertion dans l'os que ça va avoir tendance à lâcher, quoi. C'est un peu ça Exactement. l'idée. Bon. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, il y a vraiment des zones de fragilité différentielles. Et chez l'enfant, il y a ces pathologies-là qui sont maintenant très bien référencées et qu'il faut éviter à tout prix. Alors, ça, c'est la responsabilité des entraîneurs, mais c'est aussi la responsabilité des parents parce qu'on a des jeunes enfants qui commencent l'activité de travail très tôt. Ces pathologies sont un peu trop fréquentes et commencent à parvenir chez les jeunes trailers parce que parfois, on a comment dire, un entourage de l'enfant qui ne connaît pas ces pathologies, qui n'a pas ces références et qui donc, sans le vouloir, peut être malveillant vis-à-vis de l'enfant. Et on peut avoir ces pathologies très tôt, qui sont des pathologies complexes, c'est-à-dire qui vont pas passer en quelques semaines, qui peuvent demander parfois des opérations chirurgicales. Donc il faut veiller justement à réduire les charges d'entraînement chez les enfants. On parlera peut-être tout à l'heure de charges, notamment autour de ce pic de vélocité de croissance, quitte à ce que les performances de l'enfant diminuent à cet âge-là. On va dire, que c'est un investissement pour son avenir et on doit d'abord le protéger d'un point de vue de son intégrité physique. C'est la première chose qu'on fait également, nous, chez nos jeunes post-pubères. C'est améliorer leur capacité de performance tout en protégeant leur intégrité physique pour que ça puisse devenir plus tard des athlètes performants et qui prennent plaisir justement dans leur activité. On n'est surtout pas là pour les dégoûter de l'activité de travail, bien au contraire, on est là pour leur donner envie de pratiquer et de s'améliorer. Et le deuxième point que je voulais développer justement dont on a parlé juste avant, mais la conséquence justement du pic de vélocité de croissance sur la prise en charge de l'enfant, c'est de développer les habiletés motrices le plus tôt possible. Et là, encore une fois, je ne parle pas d'entraînement, mais je parle d'activité ludique. C'est important parce que ce pic de vélocité, je crois que tu en as parlé juste avant, bouleverse le schéma corporel, c'est-à-dire la représentation que l'enfant a de son propre corps, notamment dans l'espace. Et ça peut entraîner tout ça. Et ça, les professeurs d'éducation physique en sont bien conscients parce ils le repèrent sur le terrain et les éducateurs physiques aussi. C'est l'âge un peu des maladresses, l'âge de l'adolescence. C'est-à-dire, on va avoir des maladresses dans les frappes, dans les lancers, des mauvaises coordinations qu'on va repérer notamment, alors qu'on repère pas spécifiquement en trail, mais qu'on va repérer dans les sports de balle, notamment. De précision, Exactement, plus oui, de sports de précision. précision, voilà. Handball, basket, football, tous les sports qui vont demander de la coordination, notamment dans les tirs, que ce soit à la main Mhm. ou au pied, ou quand il faut coordonner le haut du corps avec le bas du corps, également, on repère ça en vitesse. Dans les sports de vitesse chez l'enfant, on peut avoir des enfants complètement désordonnés et décoordonnés entre le bas et le haut. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la course à pied demande de la coordination. Et plus on essaye d'aller vite, et plus on va sur des terrains aussi techniques, et plus la coordination est importante. Donc voilà, donc là, on est chez les caractéristiques vraiment du tout jeune enfant. Après, on peut rajouter, donc on a parlé un petit peu de souplesse, mais pour finir chez le jeune, on pourrait dire que la souplesse est donc une qualité, comme on l'a dit, qui est essentielle à entretenir pendant le pic de vélocité de croissance, qu'il faut étirer les chaînes musculaires, car on a un quadriceps qui va prendre de la force, et en prenant de la force, il va se raccourcir. Donc ça va entraîner des tensions dans le dos, dont on a parlé, avec des risques d'hyperlordose lombaire par antéversion du bassin. Mhm. Et puis on a également des tensions dans les ischios. Donc il faut garantir l'équilibre du bassin, ce qu'on appelle la rétroversion, par des étirements des quadriceps et également étirements des agonistes, et les agonistes les antagonistes, pardon, des quadriceps sont les Les ischio-jambiers, ischios, donc ouais. le muscle de l'arrière de la cuisse. Mhm. Donc ça, c'est important. Et généralement, on s'aperçoit qu'il y a une meilleure souplesse chez la fille que chez le garçon, parce que le garçon, justement, via le développement hormonal,
commencent à prendre plus de masse musculaire, donc perdent en souplesse à ce moment-là de leur développement commun. Alors qu'auparavant, on n'a pas de différence, comme on le verra dans différentes qualités, que ce soit endurance, force, souplesse. On a très très peu de différence entre les filles et les garçons. Ensuite, au niveau de la force, on a donc la première idée reçue, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était de ne pas proposer du renforcement et de la musculation chez le jeune, parce qu'on pense que ça retarde la croissance, que ça dégrade les articulations, ce qui est une erreur, et on s'aperçoit maintenant, et Sébastien Rattel le martèle, c'est que l'entraînement de la force est vraiment indispensable chez le jeune si on veut éviter les blessures plus tard et si on veut améliorer justement la coordination neuromusculaire. Et ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est la taille de l'enfant augmente avant sa masse, c'est-à-dire qu'on a un squelette qui s'allonge vite, mais qui est moins bien tenu parce qu'il n'y a pas les muscles justement pour le tenir. On sait bien que c'est les muscles qui maintiennent le squelette et qui permettent les déplacements au niveau musculaire, articulaire. Donc il y a vraiment une nécessité déjà chez le jeune, par des exercices très variés, d'avoir un gainage corporel qui va permettre de protéger la colonne vertébrale. Donc là, c'est déjà une part très importante qu'on peut développer très tôt, en spécifique, sur le terrain, et par des exercices très ludiques, bien entendu. Et puis, on a aussi la problématique, donc on l'a dit juste avant, du rapport de force entre les agonistes et les antagonistes. On sait par exemple qu'on a un rapport quadri-ischio qui est de 1,5, c'est-à-dire que le quadriceps développe 1,5 fois plus de force que les ischio-jambiers. Donc ça, c'est un rapport qu'on a chez le jeune garçon prépubère et qui reste stable après la puberté. Et c'est quelque chose qu'on mesure fréquemment, par exemple, chez des athlètes qui se blessent assez souvent au niveau ischio. On va mesurer ce rapport en faisant de l'isocinétisme, donc chez soit les kinéostéos, soit c'est les médecins du sport qui sont équipés avec des chaises particulières, avec des chaises qui vont mesurer les rapports de force. Enfin, quand je dis des chaises, c'est-à-dire que on a des chaises spécifiques sur lesquelles l'athlète est sanglé, la jambe est tenue et reliée à un capteur de force qui va permettre de mesurer justement ces rapports de force. Par contre, on a un problème qui est très important chez la fille à ce niveau-là, chez les jeunes filles, parce qu'on a un rapport de force qui, lui, va passer de 1,5 à 2, c'est-à-dire qu'on a un déséquilibre de force quadri-ischio, le quadri devenant bien plus fort que l'ischio, ce qui va entraîner un problème de stabilisation du genou et un risque accru de blessure, notamment au niveau du ligament croisé. Et ça, c'est lié à la composition de la fille. Enfin, Exactement. c'est génétique. C'est lié à la puberté, justement. Et en post-puberté ou pendant la puberté, on a un déséquilibre chez la fille au niveau de ce rapport quadri-ischio qu'on n'a pas chez les garçons. Parce qu'il y a un manque, justement, de développement de la force, notamment au niveau des ischio-jambiers. Donc, ça entraîne des risques de blessures accrues au niveau du genou, notamment sur le ligament croisé antérieur, qui est une pathologie mais extrêmement répandue chez les filles, notamment dans les sports où il va y avoir des réceptions importantes, donc le volley, le hand, le saut, bien entendu, les haies chez les garçons, la gymnastique, bien entendu, et, sur le ligament croisé antérieur et également sur le ligament latéral interne, donc là au niveau de la cheville. Donc genou et cheville sont des points extrêmement fragiles, et c'est pour ça que chez ces jeunes filles, il va falloir rééquilibrer également les forces agonistes, antagonistes, et on a aussi le problème, alors chez les garçons on a parlé de testostérone, chez les filles le développement hormonal se fait via les œstrogènes, et on sait que les œstrogènes augmentent la laxité ligamentaire, c'est-à-dire que les ligaments deviennent un peu plus laxes, donc ça veut dire avec un peu plus de relâchement. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de problématiques chez les filles, avec les genoux également qui risquent de passer en valgus et qui entraînent des pathologies extrêmement importantes. Voilà, donc ça c'est une problématique importante donc chez les filles, mais on sait donc que chez les prépubères, il faut maintenir un développement de la force et notamment de gainage par différents moyens, différents jeux qu'on doit mettre en place. Notamment, on va privilégier tout ce qui est travail en instabilité, les équilibres unipodaux. On va travailler sur des bosus, on va travailler sur également, enfin tout ce qui va être en instabilité, sur des ballons, sur des Swiss balls. Donc on va faciliter également les travails en équipe,
par paire. Il y a plein d'exercices comme ça à proposer, des jeux à deux, du medicine ball, des montées sur bloc. On peut faire l'exercice de la brouette, par exemple, qui est un très bon exercice de gainage corporel, en évitant l'hyperlordose. Voilà, il y a énormément de choses à faire dans ce secteur-là. Donc là, on était sur la problématique de la force, voilà, sur l'anatomie. Donc il renvoie à la force et à la souplesse. Et si tu veux, on peut terminer sur le problème de la... Alors on reviendra après sur la force chez les post-pubères, mais on peut finir sur le problématique de l'endurance, si tu veux bien, qui est un problème qui nous concerne au premier chef, puisque on est là quand même pour parler de trail. Et on va voir chez le jeune enfant prépubère est complètement adapté à la course. On a déjà parlé de l'adulte humain qui est complètement adapté à la course à pied via son système squelettique et les articulations, via un système musculaire adapté et via surtout sa capacité à refroidir l'organisme via la transpiration. Voilà. Donc ces qualités-là, alors dans un premier temps, c'est des qualités qu'on retrouve pas nécessairement chez le jeune, notamment le jeune a une moins bonne évacuation de la chaleur. Il transpire moins facilement. Voilà, il évacue moins bien la chaleur. Donc ça, c'est une problématique à tenir en compte, surtout quand on fait évoluer l'enfant en conditions chaudes. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on risque d'avoir on a un risque accru de coups de chaleur. Donc faire évoluer le jeune enfant prépubère en conditions très chaudes, c'est pas quelque chose de conseillé du tout, notamment sur des efforts importants. Donc l'enfant, comme on l'a dit, il évacue moins bien la chaleur. Il a aussi une moins bonne économie de course, c'est-à-dire qu'il est moins rentable. C'est comme si on roulait avec une voiture avec les pneus un petit peu sous-gonflés, quoi. C'est cette image-là qu'on peut prendre. Donc il est moins performant d'un point de vue rendement. Il restitue aussi moins bien l'énergie élastique. Donc ça, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Il est moins bien coordonné, comme on l'a vu auparavant, parce qu'il a un système nerveux central qui n'est pas encore complètement développé. Et puis il a également des segments plus courts. Donc sa capacité de se développer à une vitesse importante est moins importante que celle de l'adulte. Donc ça, c'est ses premiers points qui pourraient être des points négatifs, mais on va voir qu'il se rattrape complètement et compense, il fait même plus que compenser cette problématique-là, mais toutes ces problématiques-là sont importantes parce que c'est l'entraîneur et puis aussi les parents, parfois c'est les parents qui entraînent, qui doivent en tenir compte et qui doivent les connaître. Donc ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on fait des formations aussi qui sont ouvertes à tous. C'est-à-dire dès qu'une personne s'intéresse à cette problématique, qu'il a déjà des premières connaissances d'entraînement, il peut venir assister justement à nos formations. Ensuite, la qualité qui est extrêmement importante chez l'enfant prépubère, c'est sa capacité oxydative, c'est-à-dire la capacité du muscle à utiliser l'oxygène pour produire l'énergie et également donc pour récupérer. Et cette capacité chez l'enfant prépubère, elle est très élevée et bien supérieure à celle des adultes. Et parfois, c'est pour ça qu'on peut comparer souvent l'enfant prépubère à un adulte entraîné et même de haut niveau. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pourquoi on doit entretenir et développer cette capacité oxydative chez l'enfant? Parce qu'on sait que ça va chuter fortement après la puberté et qu'ensuite, au fil des années, ça va décroître régulièrement. Donc ça, c'est important. Donc si on compare la capacité oxydative, donc la capacité aérobie en fait, d'un enfant prépubère avec un adulte, l'enfant est significativement bien plus adapté que l'adulte. Alors au niveau des capacités anaérobie, par exemple, on va pas trouver de différence au niveau de l'anaérobie lactique entre l'enfant prépubère et l'adulte, et on aura même un adulte qui sera mieux adapté que l'enfant pour ce qui est de l'anaérobie lactique, ça sur des efforts très très courts. Voilà. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en effet, il faut proposer beaucoup d'exercices aérobie chez l'enfant, en continu ou en intermittence, pour justement commencer à développer ce potentiel oxydatif. Donc, les exemples, on en a plein. On a notre fameux Kilian Jornet. Mais encore une fois, on n'établit pas une loi ou une théorie sur un seul cas. Mais avant Kilian, on a connu ce développement très très tôt chez les Africains de l'Est, via des activités, simplement le fait d'aller à l'école et de parcourir plusieurs kilomètres en marchant ou en trottinant,
qui a permis de développer également leur qualité aérobie très très tôt, qu'ils ont su conserver et développer par la suite. Donc on a ça chez tous les Africains de l'Est, Kenyans, Éthiopiens, Somaliens, etc. Après, tout dépend aussi des politiques qui se mettent en place au niveau sportif pour confirmer ou pour développer, ou au contraire stopper ces qualités. On sait que les Somaliens, par exemple, ont les mêmes capacités chez tout jeunes que chez les Éthiopiens ou les Africains, et chez les Kenyans, sauf qu'ensuite il n'y a pas ce développement-là. On retrouve ça aussi chez certains Népalais, mais c'est la même problématique. On sait qu'il y a des Népalais qui sont extrêmement doués, et on en connaît quelques-uns sur les circuits pour les ultra-trails, sauf que voilà, au Népal, au Tibet, il n'y a pas ensuite de politique sportive, voilà, de structure qui va permettre de prendre en charge ces jeunes et qui permettrait d'avoir énormément d'athlètes de haut niveau venant de ces pays-là, quoi. Okay. Donc ça, c'est important à noter. Et puis, ce qu'il faut retenir dans le développement du potentiel oxydatif de l'enfant, c'est que l'enfant va pouvoir répéter les efforts et il va pouvoir mieux les récupérer également. Il récupère mieux que... Il récupère bien plus vite, parce qu'il récupère plus vite sa capacité oxydative. Et également, on s'aperçoit qu'il a aussi une réactivation rapide de ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Alors peut-être on en avait parlé quand on avait parlé de variabilité de fréquence cardiaque, mais c'est une des deux branches du système nerveux autonome qui permet l'équilibre justement et le niveau de forme de l'athlète et le retour à la forme de l'athlète, notamment via la réactivation du système nerveux parasympathique qui demande un certain temps chez l'adulte, qui peut être de plusieurs jours après une compétition par exemple, voire plusieurs semaines après un ultra, et on sait que ce délai-là est très court en fait chez l'enfant, donc il va pouvoir répéter des efforts plus ou moins intenses bien plus rapidement. Donc ça, c'est une notion qui est extrêmement importante également à prendre en compte. Donc l'entraîneur, on sait qu'il doit préserver, développer il doit d'abord développer la capacité oxydative des jeunes avant 12 ans, mais encore une fois avant 12 ans, moi je parle pas d'entraînement, mais je parle d'activités, et là c'est plus des activités en famille ou via les écoles de trail qui s'ouvrent de plus en plus chez les jeunes, et tu en connais dans ton pays. Et puis après, au-delà de 12 ans, par contre, c'est le rôle de l'entraîneur de préserver cette capacité oxydative, et là on va pouvoir commencer à parler d'entraînement en endurance notamment. Et puis autre constat qui est en lien avec ça, qui est extrêmement important, c'est qu'on sait que le jeune enfant prépubère a un pourcentage de fibres lentes au niveau donc de sa structure musculaire. Donc ces fibres lentes qui permettent les efforts en endurance, on sait qu'on a des fibres lentes, des fibres rapides, voilà, avec un rapport qui va évoluer dans le temps, mais surtout chez les jeunes, parce qu'après il évolue très très peu chez l'adulte. C'est-à-dire qu'on va naître, on va dire on est endurant ou on est sprinter. Et déjà, chez le jeune enfant, il y a des différences, mais chez le jeune enfant, on a quand même un pourcentage de fibres lentes qui atteint en moyenne 70% et qui va passer en moyenne à 50% chez l'adulte non entraîné ou non endurant. C'est-à-dire l'adulte entraîné a un pourcentage de fibres rapides, si on fait une biopsie, qui est plus important et qui explique aussi ses capacités justement supérieures à celles de la personne qui est moins endurant ou qui est moins adaptée aux efforts en endurance. C'est pour ça aussi donc que le jeune enfant est mieux adapté aux efforts en endurance que l'adulte. Et puis on a une troisième qualité, vous voyez qu'il y en a plein. Donc il y a à la fois la capacité oxydative, le métabolisme oxydatif, qui est celle d'un adulte entraîné. Et là je parle d'un enfant non entraîné a les mêmes capacités oxydatives d'un adulte entraîné. Donc c'est vraiment énorme comme capacité. On a la proportion de fibres lentes, et puis aussi, on a aussi une activité accrue d'une enzyme qu'on appelle la SDH, qui est alors c'est un peu compliqué, mais c'est important de la citer parce que vous allez la trouver dans les bouquins, qu'on appelle la succinate déshydrogénase, dont le rôle, alors elle intervient dans le cycle de Krebs, qui est le cycle qui permet la dégradation des sucres, donc ce qu'on appelle la glycolyse, à l'effort, et qui va permettre la fourniture d'énergie et la formation d'ATP, qui est au final la seule molécule utilisable par le muscle. Donc le cycle de Krebs, c'est ça, c'est la transformation du cycle via différents processus assez complexes, et qui va permettre au final la formation d'ATP et donc la production de mouvement chez l'adulte. Et on sait que l'activité enzymatique
de cet aérobie, elle est comparable entre un enfant prépubère et un adulte entraîné en endurance. Donc là aussi, c'est une prédisposition chez le jeune enfant qui est assez phénoménale. Ce qui fait que métaboliquement, et ça Sébastien Rattel le dit très bien, l'enfant est comparable à un athlète de haut niveau. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte, qui est extrêmement important. Et d'où l'intérêt, justement, d'entretenir toutes ces qualités de force et d'endurance via le jeu, via la marche, via la randonnée, via des tas d'activités aérobies différentes. Je parle pas simplement de course. C'est de l'entretenir chez le jeune enfant et ensuite le développer, justement, à partir de l'adolescence. Voilà. Donc, on va parler donc des trois qualités chez l'enfant prépubère. Donc déjà souplesse, force, endurance. Il y en aurait d'autres à développer, mais qui sont complémentaires de toutes celles-ci. D'accord. Ok, très bien. On voit que, comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment des qualités innées chez l'enfant et qui sont à maintenir. Donc si je récapitule un petit peu sur cet aspect-là, l'enfant a une course peu économique, il a une tolérance au stress thermique plus faible, donc il a une capacité de refroidissement du corps un peu plus faible, puissance explosivité aussi plus faible, mais par contre, à contrario, il a un système oxydatif très performant, une capacité de récupération élevée, et aussi une notion de perception de l'effort qui ressort dans les livres de Sébastien Rattel apparemment. La perception de l'effort chez un enfant est beaucoup moins élevée que chez un adulte. Exactement, oui. C'est aussi une différence qu'on retrouve et qui est à prendre en compte, et il a plus de difficultés aussi justement à percevoir. On sait que chez les adultes, on utilise une échelle qu'on appelle RPE, donc c'est Rating Perceived Exertion, c'est-à-dire la perception de la difficulté de l'effort. Alors on a une échelle particulière chez les enfants, qui est l'échelle ESIE, je crois. J'ai plus exactement son nom, mais disons qu'au lieu d'avoir une perception, enfin, on a toujours les barreaux de 1 à 10, mais on va mettre des petits dessins et on va essayer par le langage de définir un peu mieux la difficulté justement de l'effort perçu. Où on a aussi, alors il y a quelque chose qui est intéressant, j'ai vu chez Blaise Dubois, lui il utilise les images de quand il utilise l'image de courir vite et courir lent et l'image de la tortue et du lièvre tout simplement. Donc par les exercices qu'il propose, il va parler par exemple parfois de courir comme un lapin ou de courir comme un lièvre. Et chez les enfants, c'est vraiment parlant quoi. Et pour rebondir sur Blaise Dubois, il explique bien aussi que c'est complètement aberrant, par exemple, de limiter les efforts des jeunes enfants à 1 kilomètre, par exemple, sur certaines courses, comme on le voit. Alors, moi, je dirais pas que c'est aberrant parce que je pense que d'un point de vue, parce que là, on parle de compétition. Moi, je trouve que ce qui est aberrant, c'est justement de faire des compétitions pour ces jeunes. On devrait rester sur un phénomène complètement de jeu. Alors, pourquoi pas dans une approche qui soit compétitive entre guillemets, mais qu'on ait une variété de jeux qui soit importante et qu'on définisse pas toujours des meilleurs et des moins bons, quoi. Parce que ça, moi, je suis contre ça. Et là, je rejoins. Alors, j'ai pu rejoindre des philosophes comme Albert Jacquard, qui a écrit un bouquin qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Halte au jeu, et qui décrit justement tous les travers du système compétitif, et notamment chez les jeunes enfants, et tout ce que ça peut apporter comme problème psychologique. Et je suis, moi, complètement dans cette optique-là. Donc, à la fois, je suis pour la non-limitation des distances chez les enfants et qui puissent s'exprimer tant qu'ils en ont envie et que ça vient d'eux-mêmes et qu'ils ont un plaisir à produire un effort. On a des jeunes enfants de 8 ans qui sont capables de faire 10 kilomètres sans aucune problématique et sans du tout se mettre en danger, tant qu'on respecte encore une fois les conditions thermiques et puis l'envie du jeune enfant et qu'on respecte aussi l'hydratation, etc. On voit des jeunes qui courent 8-10 kilomètres sans s'arrêter et pour qui ça pose aucun problème. Mais par contre, en compétition, moi, je suis pour la limitation parce que on va sur des allures qui sont complètement différentes, avec des enfants qui n'ont pas toujours choisi d'être là. Parfois, c'est le choix des parents. Donc, il faut, je pense, limiter. Et on a aussi une fédé qui limite tout ça. Mais la vraie problématique, je pense, Nicolas, c'est que le fait de limiter les distances chez les enfants, ça a créé aussi des limites dans la tête des entraîneurs, des parents. Et du coup, on n'ose pas et on pense qu'on va complètement détruire les enfants en leur faisant courir, en effet, des distances supérieures à 1, 2, voire 3 kilomètres, alors que l'enfant,
d'après ce qu'on vient de dire juste avant, non seulement il en est capable, mais il est fait pour ça, justement, complètement. Donc, on bride les enfants très jeunes dans notre système, justement, éducatif, parce que ça, on va le retrouver complètement à l'école aussi. Dans le système éducatif et dans le système fédéral, on bride les jeunes et on les prive, on se prive en tous les cas de jeunes qui pourraient développer des qualités qu'on peut plus développer après, quoi, en fait. C'est un peu trop tard. Voilà. J'en profite pour saluer Renaud, avec qui j'ai effectué mon stage l'année dernière à l'école de Trail. Et on faisait, sur des enfants de 8 à 12 ans, on va dire, on faisait des petites sorties en alternant. Tout d'abord, alors on alternait au début Les marchés courses, voilà, je marche vous et l'ai dit. course, une minute, et puis progressivement dans l'année, on arrivait sur des voilà 4-5 minutes de course, une minute de marche, etc. Et puis effectivement, comme tu le dis, ça, voilà, il y avait aucun souci, on faisait peut-être 3-4 kilomètres de cette manière-là. Ouais, donc toi, tu confirmes que ce type d'effort et ce type d'exercice est complètement adapté, notamment pour les enfants, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et ce que tu décris là, c'est très très bien. C'est-à-dire, il faut en effet respecter le premier principe d'enseignement qui est la progressivité. J'ai surtout pas dit qu'un enfant de 7 ans, la première sortie, on allait courir 10 km. Hein. C'est pas ça du tout. On va respecter le rythme de chacun. On va faire de l'alternance marche-course, comme quelqu'un qui débute l'activité, par exemple. Hein. On va alterner en effet aussi, on peut alterner aussi les vitesses. On va alterner les terrains. On va voir que qu'en descente nous, on a peur pour les enfants, mais eux, ils n'ont pas peur du tout. Ils ont un centre de gravité qui est plus bas que nous. Ils n'ont pas la même appréhension de la difficulté et du danger. Et on peut voir des enfants très jeunes qui dévalent les pentes à des vitesses incroyables. Et ça, c'est des choses qu'il faut laisser faire, bien entendu. Donc, en effet, il faut développer toute cette qualité-là. Pour citer un autre coureur québécois, coureur, préparateur physique qui travaille beaucoup aussi avec Blaise Dubois, qui est Guy Thibault. Je pense que tout le monde connaît parce que Guy Thibault, c'est lui qui est à l'origine de la notion d'indice d'endurance, qui est une notion maintenant qui est connue de tous. Hein, quand on parle d'endurance et d'indice d'endurance, c'est Guy Thibault qui est derrière, enfin Perronnet et Thibault qui sont derrière ce principe-là. Et Guy Thibault dit que justement, contrairement à la croyance populaire, les activités intermittentes d'intensité élevée, comme les séances d'entraînement par intervalle qu'on fait en préparation pour les courses de fond, conviennent parfaitement aux prépubères. Et il dit aussi tout sport où l'ossature est mise en charge, comme la course, la gymnastique, le foot, améliore la résistance, notamment au niveau squelettique. Mais ce sont les activités pratiquées avant la puberté qui ont l'effet persistant le plus important et de loin. Donc ça, c'est dans un bouquin qui s'appelle En pleine forme, conseils pratiques pour s'entraîner et persévérer, qui est un bouquin qui paraît aux éditions Vélo Québec. Voilà, donc c'est quelqu'un qui fait référence dans la matière et qui a montré, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais que ces activités-là vont permettre également d'améliorer la densité osseuse. Et ça, c'est prouvé par imagerie, par résonance magnétique nucléaire. On améliore la densité osseuse de l'enfant, donc on renforce son squelette. Et il y a tout un tas d'autres choses, on pourra en parler après chez les pubères, d'autres bénéfices qui sont apportés par les activités d'endurance et par les activités de force. Donc il dit également, il est vrai que jogger, c'est le terme québécois, on va dire, peut rebuter les enfants, surtout si l'intensité varie peu, mais est-ce une raison pour priver un enfant de faire des courses de fond si tel est son véritable désir? Alors, encore une fois, course de fond, il parle pas de compétition là, mais d'activités ludiques pendant lesquelles l'enfant va pouvoir produire des efforts de plus ou moins longue durée. Et après, c'est vrai que petit à petit, avec les activités intermittentes, on va pouvoir proposer des activités en continu. Donc, c'est extrêmement important. Très bien. Au niveau physiologique, si on se place d'un point de vue post-puberté, est-ce qu'il y a des particularités d'évolution, enfin, des adolescents en ce qui concerne cet aspect-là? Est-ce que ça évolue au niveau physiologique? Est-ce que ils sont moins endurants? Comment ça se passe? Eh ben oui, c'est-à-dire on s'aperçoit que la capacité oxydative. Alors, attention, il va y avoir le relatif et l'absolu. C'est-à-dire au niveau relatif, elle va diminuer par rapport aux qualités de l'enfant prépubère, mais d'un point de vue absolu, le métabolisme oxydatif va être capable de produire quand même plus d'énergie parce que via l'entraînement, l'enfant va évoluer et il va évoluer jusqu'à un âge relativement avancé, jusqu'à 18-20 ans, on va dire. Alors, c'est maintenant, on s'aperçoit que on évolue encore un peu plus tardivement.
mais qu'après, on aura quand même une décroissance de ces qualités-là. Ça veut pas dire que l'athlète va pas continuer à progresser, parce que là, on voit bien, hein, notamment, alors plus on va aller vers de l'ultra-trail, plus l'athlète va progresser. Par contre, si on reste sur des distances de demi-fond, les capacités vont décroître relativement vite à partir de l'âge de 25 ans. Sur 800-1500 mètres, on peut devenir relativement moins performant. Donc, on peut jouer encore sur d'autres qualités, notamment de stratégie de course, mais sur des qualités anaérobie pure, par exemple, on sait que ces qualités-là décroissent ensuite assez rapidement. Mais sur des qualités de trail et d'ultra-trail, donc sur des courses d'endurance, là, on a des athlètes qui progressent qui peuvent progresser jusqu'à l'âge de 40 ans. Alors, pas sur des qualités physiologiques propres, mais sur un ensemble de qualités, parce qu'on sait que l'ensemble euh, des paramètres de la performance qui définissent l'ultra trail sont extrêmement variés et qu'elles ne se situent pas uniquement sur un plan physiologique, bien entendu. On parle, Et, ça me fait penser au schéma qui avait été, je crois que qui était aussi pour quelque chose, ce schéma de Guillaume Millet qui montrait les différents non, paramètres alors de la performance en ultra trail, et c'est vrai que c'est assez complexe. exactement. C'est celui-là. Son premier schéma a été produit en 2012. Donc, moi, je l'ai mis dans ma thèse et Guillaume l'a complété. Enfin, moi, il l'a complété ensuite. Je l'ai complété. Moi, je l'ai complété sur mes schémas, mais il l'a fait ensuite. Il a rajouté, par exemple, les notions de stress thermique, Mhm. donc l'influence de la température également sur la performance. Il a rajouté les désordres gastro-intestinaux qui sont extrêmement importants. Voilà, il a rajouté comme ça plusieurs paramètres qui complètent ce schéma. Et moi, j'en avais repris un aussi via mes études de thèse, qui est aussi dans ma thèse. Et c'est vrai que c'est extrêmement complexe parce qu'on s'aperçoit et au fur et à mesure des recherches, on s'aperçoit que le nombre de facteurs de performance est important, ce qui diminue la place, notamment du sacro-saint VO2 max, c'est-à-dire de la puissance aérobie de l'athlète. Alors même si on sait maintenant qu'elle est de plus en plus importante, elle est importante, elle est nécessaire, mais Mais elle pas est loin que. d'être suffisante. Justement, par rapport à cette VO2 là, Mhm. tu viens d'en parler. Tu viens de le dire aussi, elle est importante parce qu'elle détermine le moteur, mais elle n'est pas indispensable et surtout et encore moins lorsqu'on en allonge les distances. Mais est-ce que la VO2, d'après ce qu'on entend, elle est fortement déterminée par la génétique, il me semble, et est-ce qu'elle Oui. peut évoluer fortement pendant la période de l'enfance et de l'adolescence? C'est une très bonne question. Alors déjà, je te reviens juste sur un mot que tu as dit. Tu as dit elle n'est pas indispensable. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit Prêt? elle est Elle est... pas suffisante. D'accord. C'est-à-dire elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Alors elle devient indispensable à un haut niveau. Ça, c'est une certitude. Ouais. C'est-à-dire on n'a pas d'athlète de haut niveau dans les 20 premiers du TMB. On n'a pas d'athlète avec 62 VO2 max, qui pourtant est déjà un chiffre très honorable. Mais on va plus avoir des athlètes entre 70 et 80, voire entre 70 et 90, comme ça peut être le cas pour Kylian, et peut-être pour d'autres d'ailleurs, parce que je connais pas les Mhm. VO2 max de tous. Ensuite, en effet, il est très important, et là, là, on est vraiment dans la période puisqu'on parle de la post-puberté, c'est une période essentielle pour justement développer ce fameux VO2 max. Donc je Pas rappelle que, avant la puberté alors. alors après la puberté, Mhm. hein, on est dans une période qui est faste pour développer le VO2 D'accord. max, qui est autre chose que la capacité oxydative, qui Mhm. revient plus, elle, à une capacité d'endurance, c'est-à-dire à produire un effort sur la durée et à récupérer très vite de cet effort. Donc bien entendu, on entretient ces qualités-là, l'endurance, et à la post-puberté, donc à l'adolescence, et on développe justement, et là c'est le moment de développer le VO2 max, et on va dire que c'est même l'âge d'or pour le développer. Donc je rappelle que le VO2 max, c'est la capacité en fait à prélever l'oxygène de l'air, à le transporter au niveau cardiovasculaire et à l'utiliser au niveau musculaire pour produire de l'énergie. Donc toutes ces qualités-là se développent justement au moment de l'adolescence, c'est le moment clé pour développer ça, et c'est pour ça que chez nos jeunes athlètes. Donc là, on revient aux athlètes qu'on a par exemple dans les Team Buff, dans le Brooks Try Project notamment. Et il y a d'autres teams de jeunes. Eh bien, c'est des qualités qui sont vraiment essentielles à développer, c'est-à-dire VO2 max, le seuil lactique, donc le seuil d'accumulation des lactates. C'est des qualités aérobies, les qualités de force également, qui sont liées à tout ça,
qu'on développe à ce moment-là et qu'on optimise justement jusqu'à l'âge 18-20 ans, c'est-à-dire à partir de 14-15 ans jusqu'à 18-20 ans, sont des qualités vraiment sur lesquelles on insiste chaque année et on essaye de développer au maximum pour que l'athlète soit ensuite ait un VO2 max qui soit optimisé par rapport aux qualités physiques qu'on est capable de déterminer chez le jeune. C'est-à-dire chacun a un plafond différent. C'est-à-dire on sait que certains, on va les amener à 18 km à l'heure et on n'ira pas plus haut, et puis d'autres qu'on va amener à 22, 23 km à l'heure. C'est le cas par exemple de Baptiste Fourmont l'an passé sur un test en pleine recherche. Voilà, il a atteint les 22 km à l'heure. C'est un test en plus qui favorisait pas l'atteinte maximale de VMA parce qu'on était sur des paliers de 2 minutes, parce qu'on avait d'autres choses à déterminer. Donc tenir 2 minutes à 18, puis 2 minutes à 19, plus 2 minutes à 20, plus 2 minutes à 21, plus 2 minutes à 22 km à l'heure, et sachant qu'il est passé sur le 23 qu'il a commencé, on peut s'apercevoir de la qualité de l'athlète avec un VO2 max qui était à 83 là, à ce moment-là à plat. Voilà, donc c'est des choses qu'on développe au maximum et que Baptiste est toujours en train de développer d'ailleurs. Il n'a pas fini d'optimiser ce VO2 max, mais sachant qu'on a quand même bien bossé sur ce développement-là, comme c'est le cas pour Sylvain Cachard qui a connu son âge d'or aussi, de junior 1, on va dire, à espoir 2 à peu près, sur le développement de cette qualité. D'accord. Voilà. Et ça, on le développe par les fameuses séances de VMA, les séances de PMA. Donc, on va le développer à plat, on va le développer en côte, on va le développer par des tas de séances qui vont stimuler justement ce fameux VO2 max, donc principalement par des séances de fractionnés. D'accord, voilà. Très bien. Très clair. Pour en revenir un petit peu sur le PVC ou le PCV, le pic de vélocité de croissance, est-ce que ce pic de vélocité de croissance, déjà, première question, est-ce que tu peux nous donner un moyen facile de le déterminer, et est-ce que ce pic de vélocité de croissance est déterminant dans l'aspect plutôt physio, c'est-à-dire de ce dont on vient de parler, VO2, etc., ou ça a aucun rapport? Alors, il a un rapport, et le rapport, c'est notamment le système hormonal. C'est-à-dire, au moment de l'adolescence, on sait que le taux de testostérone, par exemple, va être extrêmement important chez les garçons, alors il est un petit peu chez les filles, mais il est très faible. Mais c'est ce taux de testostérone qui va permettre d'accroître de manière très importante la masse musculaire chez les garçons. Alors c'est pour ça qu'on l'a pas dit auparavant, parce que je l'ai dit tout à l'heure, que avant ce pic de vélocité de croissance, il y a très peu de différence, et même si on fait courir filles et garçons ensemble dans les jeunes catégories, on peut voir des filles qui battent allègrement les garçons, parce que d'un point de vue musculaire, il y a très peu de différence en fait entre les deux. Alors, parfois, il y a quelques croyances limitantes, mais d'un point de vue physiologique, on a très peu de différence entre filles et garçons en prépuberté. Ensuite, le pic de vélocité de croissance, comme on l'a dit, va se caractériser par une croissance d'abord squelettique qui va arriver avant le développement de la masse musculaire. Donc chez certains, c'est vraiment très très visible. Des enfants qui prennent 10 cm en une année, c'est qu'on est en plein dans ce pic de vélocité de croissance. Alors, ça veut dire qu'il faut le surveiller à partir de l'âge de 12 ans chez les garçons, même si on sait qu'il apparaît souvent un peu plus tard, mais certains commencent à 12 ans. Tout à l'heure, tu as cité la fourchette de 12-17 ans. Je crois qu'on est complètement dans cette fourchette. C'est à surveiller à partir de 11 ans chez les filles et plus à partir de 13 ans chez les garçons. Chez les garçons, on a aussi la mue au niveau de la voix, qui peut être un signe de passage à l'adolescence, l'apparition des poils, comme tu l'as dit, l'apparition des seins chez les filles, avec souvent une dysmorphie, c'est-à-dire on peut avoir un sein qui va pousser plus vite que l'autre. On a des caractères comme ça qui apparaissent et qui sont typiques du passage à l'adolescence chez les enfants. On sait aussi que on l'a dit tout à l'heure, il y a donc une fragilité, et on a dit toutes les fragilités osseuses que ça va apporter, avec des différences filles-garçons, notamment au niveau des genoux et des chevilles, un peu plus, des fragilités plus importantes chez les filles, mais des fragilités qui sont chez tous les adolescents. Donc il faut vraiment en tenir compte. Et notamment, si on est déjà dans des athlètes compétitifs, il faut vraiment en tenir compte à l'entraînement et réduire les charges qui vont peser justement sur les articulations. Ouais, après, oui, notamment si on parlait du VO2 max, si on regarde les courbes de croissance du VO2 max
chez chez l'enfant, de la prépuberté, c'est-à-dire de 5-6 ans à 18 ans, ben, on s'aperçoit que de 5 à 12 ans, on a des croissances parallèles, et puis qu'à 12 ans, on a on a vraiment une, une accélération. croissance qui est complètement différente, une accélération très forte chez les garçons et bien plus faible chez les filles. Donc ça, c'est vraiment flagrant, et c'est pour ça que l'adolescent garçon devient en moyenne bien plus performant, alors dans toutes les activités de vitesse, de force et d'endurance que les filles. D'accord. Je dis bien en moyenne, En moyenne, parce qu'on va précise. retrouver des filles qui vont être plus fortes que les garçons, bien Tout à fait. entendu. Tout à Parce fait. que ce qu'on n'a pas dit au début, et qui va en lien avec tout ce qu'on est en train de dire sur la nécessité de développer les qualités d'endurance et de force, etc., c'est que le constat alarmant qu'on peut faire chez nos jeunes, c'est qu'on sait qu'en 25 ans, l'enfant, dans tous les pays civilisés, donc la France, alors pas civilisé, industrialisé, Mhm. pardon, j'ai dit une grosse bêtise en disant civilisé. Dans tous les pays industrialisés, on a une baisse en moyenne de 25% des C'est capacités énorme. physiques en une génération chez nos enfants. C'est-à-dire qu'avant, quand on faisait un 800 en 3 minutes, on le fait maintenant en 4 minutes. On sait que ça, c'est complètement lié à l'augmentation du poids et à la baisse de l'activité physique. Voilà. Donc, on sait que 30 à 60% de la perte d'endurance est expliquée par l'augmentation de la masse graisseuse. Il y a un autre rapport qui est complètement alarmant, c'est un rapport de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire qu'en 40 ans, et là c'est à l'échelle mondiale, en 40 ans, les cas d'obésité chez l'enfant et l'adolescent, donc de 5 à 19 ans, ont été multipliés par 10 et même par 11, puisqu'on est passé de 11 millions d'enfants obèses en 75 à 124 millions d'enfants obèses en 2016, plus 213 millions d'enfants en surpoids. Donc je rappelle que l'obésité est définie par ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, dont on a peut-être déjà parlé. Mhm. Donc ça, vous trouvez ça facilement sur Internet. Vous pouvez calculer votre IMC. On est dans la normalité entre 18 et 25. Au-delà, surpoids. Et au-delà encore, on va passer dans une obésité qui peut devenir morbide, c'est-à-dire aller jusqu'à la mort. Donc les recommandations, bah, il y a deux choses, c'est-à-dire réduire, c'est d'abord l'alimentation. Alors, il y a deux choses, c'est l'alimentation et l'activité physique. Donc, au niveau de l'alimentation, c'est réduire la consommation de produits alimentaires bon marché, manufacturés, donc tout ce qui va être raffiné industriellement. Et on sait qu'avec des parts de sel et de sucre rapide extrêmement importantes et addictives, ben ça, faut le réduire au maximum. C'est fortement calorique, c'est pauvre en nutriments. Et puis, il faut réduire le temps également, donc augmenter la part d'activité physique, mais qui va de pair avec la réduction que les enfants, enfin du temps que les enfants consacrent aux activités sur écran. Donc on sait que l'obésité est en lien total également avec l'augmentation des écrans, parce que c'est pas un écran par foyer, c'est un écran par pièce quasiment, plus les tablettes, plus les ordinateurs portables, plus Mhm. etc. Et ça, ce sont des choses qui sont complètement catastrophiques pour la société et qui coûtent une fortune hein, en termes de soins médicaux et qui entraînent des morts également par milliers. Voilà. Ouais, le message est passé, c'est clair que c'est alarmant et ouais, on a tous nous, y compris nous éducateurs sportifs, un énorme boulot à faire. Moi, j'y suis en plein dedans en ce moment et c'est vrai que Mm. voilà, c'est alarmant et il y a vraiment de quoi prendre peur et de s'alarmer, mais c'est à nous aussi par le biais de ce qu'on retransmet à nos enfants, de changer un petit peu de, de, de façon de Ouais. penser aussi par certains aspects en étant parent. Je pense que parfois on donne des mauvaises habitudes aussi. Donc Exact. ça part de nous, hein, ça part de nous parents aussi. Ouais, ouais. C'est vrai que la responsabilité par rapport à les écrans, par rapport aux écrans, on est vraiment tous responsables. Par rapport Mm. à l'alimentation, c'est plus complexe parce que c'est aussi un problème parfois un peu de pouvoir d'achat. C'est un Financier, ouais. problème Mm. c'est la société aussi en général, hein, de Mm. publicité, de choses comme ça. Tout est lié. Et puis là, avec la baisse du pouvoir d'achat, ben, on a tendance à se rabattre. Et on sait, par exemple, que la baisse du pouvoir d'achat actuel entraîne une réduction de la consommation de produits bio, par exemple. Mhm. Donc, dans les catégories socioprofessionnelles défavorisées, ça entraîne aussi une augmentation de la consommation de produits moins chers, donc de produits souvent de moins bonne qualité.
Donc, ça va pas améliorer les choses de ce point de vue-là, quoi. C'est clair. On continue un petit peu en abordant quelques thèmes. Alors on va pas essayer de rentrer trop dans le détail si tu veux bien, Pascal. Qu'en est-il de l'échauffement du jeune sportif? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette question-là. Alors, bah, l'échauffement chez les tout jeunes, on a dit ça va toujours commencer. Alors l'échauffement, il faut déjà commencer par ce qu'on appelle de la motricité. C'est-à-dire, on peut faire des petits exercices sur place, notamment des exercices duels, c'est-à-dire à deux, euh, des petits assouplissements, des petits exercices de petits montées de genoux à deux, des petits exercices d'opposition, donc de motricité, entrecoupés de petits exercices de marche, de choses comme ça. Donc, on va travailler sur la motricité globale du jeune, et enfin pas spécialement du jeune, parce que ces exercices-là qu'on pratique en école de trail, nous, alors avec la méthode Seb Cornet, ça marche également très bien pour les adultes. C'est un début d'échauffement qui est assez intéressant parce que ça va mobiliser notamment les articulations et ça va commencer à chauffer musculairement des muscles qui ne seraient pas échauffés par un simple footing, notamment. On sait par exemple que les ischio-jambiers, après un simple footing, ils ont une élévation de température qui est simplement de 0,2 degrés, alors que ça devrait être une élévation de 2 degrés environ. Mhm. Donc les quadriceps, par exemple, par un échauffement classique, s'échauffent mieux que les ischios qui sont plus fragiles. Donc, via des exercices de motricité, on va pouvoir justement avoir un échauffement global plus important. Mais cet échauffement-là, il est quand même, voilà, il est nécessaire pour tous les adultes, pour tous les enfants aussi. Alors, peut-être moins pour des enfants prépubères parce qu'ils ont une masse musculaire qui est moindre. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer plus par des exercices de motricité, des petits jeux, des exercices de proprioception, des choses comme ça, des équilibres unipodaux, par exemple, les yeux fermés, les yeux ouverts. Voilà, tout ça, ça va mettre en, on chauffe justement tout le système musculo-squelettique et articulaire. Et c'est plus important que que de chauffer le système musculaire dans un premier temps. Chez le jeune enfant prépubère, chez Mhm. l'adulte, c'est un petit peu différent. Voilà. Et chez l'adolescent, eh ben, on va passer à un échauffement déjà un peu plus classique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pas faire de la motricité, mais il va y avoir un footing qui va se conclure également par des éducatives, par des accélérations, pour qu'on ait un système musculo-squelettique qui soit parfaitement prêt à un effort ensuite qui va être plus intense. Très bien. Voilà, j'espère avoir Non, non, c'est répondu à parfait. C'est parfait. Donc si je résume, des petits jeux plutôt basés proprio et plutôt ludiques exactement. les prépubères Voilà, et un échauffement un peu plus classique voilà. avec des gammes d'athlées, talons Exactement. fesses, Proprio, etc. Voilà. mobilité, Mm, coordination. mm, Alors ça, pardon, on peut toujours en intégrer chez les moins jeunes, mais c'est vrai que souvent, on a peut-être moins de temps parfois. mhm. Alors ça veut pas dire que sur un travail spécifique de gainage, il faut intégrer tous ces exercices-là. C'est extrêmement important. Et ça peut être aussi du travail de routine. C'est-à-dire une fois que l'éducateur a montré des routines de proprio, de gainage, etc., aux jeunes, il peut très bien reproduire ça chez lui une quinzaine de minutes par jour ou tous les 2 jours, et ça sera extrêmement utile. On a ensuite des athlètes qui vont totalement réduire notamment leur risque de blessure. Ça, c'est extrêmement important et qui vont améliorer également leur niveau de performance. Donc, c'est important de mettre en place ça très très tôt, comme on l'a vu tout à l'heure chez les prépubères, parce qu'ensuite, c'est des habitudes qui restent et des techniques qui restent et des habiletés qui sont déjà développées, et notamment via une meilleure maturation du système nerveux central. C'est ça qui va gérer la coordination, la motricité, l'agilité chez le jeune enfant, et qu'on va garder ensuite. Très bien. Deuxième point, l'étirement du jeune sportif. En lisant le livre de Sébastien Rattel, alors, dans la formation, on nous a appris que rien ne prouvait officiellement que les étirements étaient favorables, notamment je crois que c'était la thèse ou les recherches de Gilles Cometti. Oui. Rien ne prouve officiellement que les étirements soient favorables à la performance ou à la récupération, d'après ce que j'ai compris. Mais Mhm. là, on était plutôt sur quelque chose de un peu plus opposé avec Sébastien Rattel, là. Est-ce que tu peux nous Alors, donner ton avis? c'est pas vraiment posé. C'est vrai que la problématique des étirements, c'est extrêmement complexe Hmm. parce qu'il y a toute enfin, il y a des formes d'étirement extrêmement variées. On a les étirements passifs, passifs assistés, Balistique. les étirements actifs, les étirements balistiques.
les étirements activo-dynamiques. Bon, on a toute une liste. Et puis surtout, le consensus, il va plutôt être sur l'étirement à la fois pré-compétitif, qui n'améliore pas la performance et qui peut même entraîner via une meilleure laxité, une baisse de performance, notamment chez les sprinters. On s'est aperçu de ça. C'est complètement hallucinant parce que en améliorant en fait sa laxité, on va dire, musculaire, donc en améliorant sa souplesse, l'athlète, en fait, diminue sa stiffness, c'est-à-dire sa raideur neuromusculaire et sa capacité à envoyer rapidement l'énergie. Sa réactivité, quoi. Au moment, voilà, sa réactivité au sol. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a compris assez vite. Et puis, également, il y a un consensus sur les étirements post-entraînement. C'est-à-dire, une fois que le muscle est chaud, pourquoi? Parce que la chaleur, a un effet antalgique et ça va reculer le seuil de douleur à l'étirabilité du muscle. Donc, on a un risque de ce côté-là d'avoir des micro-lésions. Voilà. Ensuite, il y a tout un tas de moyens de s'étirer et de s'étirer de manière positive pour gagner notamment en souplesse articulaire, pour regagner en mobilité, en regagner notamment en longueur du muscle, parce que via le travail musculaire, le muscle se raccourcit. Donc, c'est bien de lui redonner un peu de la laxité et de la longueur. Donc, il y a tout un tas de types d'étirements, notamment les étirements global actif. Il y a certaines méthodes qui permettent justement de retrouver cette mobilité sans risque. Ensuite, chez le jeune, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une nécessité d'assouplissement parce que justement à l'adolescence, il y a des phénomènes de croissance et de maturation comme on a vu, et surtout une différence entre la croissance du squelette et la croissance du muscle qui peut être différente. Donc, on a besoin d'étirements qui vont permettre de corriger un petit peu ces différences de croissance. Donc, on est dans une problématique qui est complètement différente de celle qu'on va trouver chez l'adulte, chez le jeune prépubère. Et c'est pour ça que Sébastien Rattel insiste sur ce phénomène-là. D'accord, très bien. On en parlait un petit peu en début d'épisode, la musculation, ou alors le renforcement musculaire, on va dire, pour simplifier, et le jeune sportif. Donc tu en as parlé quand même assez longuement tout à l'heure, mais ça mérite de remettre une petite couche. Donc on va remettre une petite couche. Donc on en a parlé chez le prépubère. Donc on a dit qu'il y avait nécessité de faire de la force parce que ça va permettre une meilleure maturation donc, du système nerveux et donc une meilleure coordination neuromusculaire et donc qui va permettre une meilleure ensuite mobilité, une meilleure coordination, une meilleure gestuelle. Ça c'est extrêmement important d'améliorer donc l'activation neuromusculaire. Donc on sait que au niveau du muscle, par exemple, il y a besoin de développer ce qu'on appelle la synchronisation, c'est-à-dire le lien entre l'activation nerveuse et la réponse musculaire. Ça, c'est important. Et puis ensuite, le développement musculaire, alors d'un premier temps, il se fait justement par l'activation neuromusculaire chez le prépubère, et en post-puberté, il va se faire d'une manière différente, et notamment par l'hypertrophie. On a dit tout à l'heure que chez le jeune, il n'y avait pas d'hypertrophie, chez le jeune prépubère avant l'adolescence, parce que le système hormonal n'était pas développé, et notamment, il n'y avait pas de testostérone. Donc, pas de testostérone, pas d'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est quoi? C'est un gain de force par une augmentation du volume musculaire. Et comment ça se fait? En fait, on a deux phénomènes dont on a peut-être déjà parlé, qui sont donc l'hypertrophie. En fait, c'est l'augmentation de chaque fibre, alors en taille, de chaque fibre neuromusculaire. Quand je dis en taille, c'est en diamètre. Chaque fibre neuromusculaire, enfin chaque fibre musculaire, pardon, du muscle concerné augmente de taille. Donc au final, c'est le muscle tout entier qui augmente de taille. Et le deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle l'hyperplasie, c'est-à-dire une même fibre musculaire se décompose en deux fibres musculaires. Donc ça augmente également la taille du muscle. Donc on voit que l'athlète entraîné, en fait, donc il va développer sa force. Alors ça peut se faire naturellement, simplement la pratique du trail augmente la force musculaire, parce qu'on est en terrain technique. On sait qu'en force, en montée par contre, on va être en concentrique, donc on va augmenter à peu près, on est à 110% de la force qu'on développerait en
en concentrique à plat, et puis en descente, on est en excentrique, et là, on développe une force qui est très importante, d'à peu près 130%, la force qu'on développerait en concentrique à plat. Donc ce sont des phénomènes importants, ça veut dire sur le terrain, simplement par le fait de monter et descendre, on développe déjà sa force plus que si on le faisait à plat. Donc un coureur de trail développe une force musculaire plus importante qu'un coureur à plat. Et ça, comment on le remarque? Si un coureur à plat, on lui fait faire une simple, qui court toujours à plat, on lui fait faire une descente sur une demi-heure, par exemple, et le lendemain, on va relever des douleurs musculaires extrêmement importantes. On va avoir un taux de CPK, donc qui sont des enzymes qui sont marqueurs de la lyse musculaire, qui peuvent être multipliés par 9. Ça veut dire que l'athlète a des douleurs musculaires extrêmement importantes. Il y a ce qu'on appelle une lyse musculaire, une destruction donc de la cellule musculaire et du squelette protéique en fait de chaque cellule. Voilà, ces phénomènes-là, la courbature, c'est ce qui exactement, qui va générer des courbatures avec un effet maximal à 24-48 heures et jusqu'à 72 heures. Certains les gardent un peu plus longtemps. Donc ça montre bien que le trail, notamment la descente, c'est un effort vraiment spécifique. Et ensuite, bien entendu, on peut développer cette force par des exercices musculaires, par du renforcement, puis ensuite par de la musculation avec charge. Mais cette musculation avec charge, moi par exemple, je ne débute pas chez l'athlète avant 18 ans et en étant sûr qu'il ait une croissance qui soit aboutie, qui soit terminée. Voilà. Ça me paraît important. Et puis quand on commence avec des charges, c'est avec des charges légères qui dépassent jamais même la moitié du poids du corps. On est même sur des charges moindres, mais on peut très bien travailler au poids du corps et avoir des exercices extrêmement importants également au poids du corps, avec petit matériel ou sur le terrain, ou voilà, quand on fait par exemple l'exercice de la chaise, qui est l'exercice typique de l'exercice isométrique, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, cet exercice-là, il est extrêmement important et il développe de la force, par exemple. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on va mettre en place. Donc, ce développement de la force, donc il est important en prépuberté pour améliorer l'activité neuromusculaire et la coordination. Et il est très important également en post-puberté pour continuer au développement de la synchronisation intramusculaire et intermusculaire. C'est-à-dire intramusculaire, on va améliorer la coordination entre chaque fibre musculaire. Ça, c'est important. Et ça, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire, si je n'ai pas développé mon système neuromusculaire avant, je suis gauche, je suis maladroit, c'est-à-dire j'ai une mauvaise coordination. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du muscle, mes fibres sont mal coordonnées. Je vais utiliser les fibres pas en même temps, alors qu'une fois que je suis coordonné, je les utilise en même temps. C'est-à-dire, je vais produire un effort qui est plus efficace et plus rapide. Et puis, on a aussi une coordination intermusculaire, et notamment au niveau des agonistes-antagonistes. C'est-à-dire, quand je travaille sur mon agoniste, je fais taire mon antagoniste. Si j'ai une bonne coordination, si j'ai une mauvaise coordination, je vais avoir des mouvements parasites. Et là aussi, je vais être moins bon parce que je vais utiliser plus d'énergie pour un même mouvement. Donc ça, c'est très important, ces deux types de synchronisation et de coordination intra- et intermusculaire. Et ça, je l'obtiens que si j'ai travaillé déjà en prépuberté. Ça sera bien plus facile de l'obtenir. Et ensuite, en post-puberté, je continue à développer ma force parce que, alors ça va continuer à améliorer ma densité osseuse notamment, mais je vais développer ma force via le phénomène d'hypertrophie qui est un phénomène extrêmement important. Voilà. Et puis donc tous ces bénéfices, donc j'augmente aussi mon endurance musculaire et on sait combien c'est important en trail, ça fait partie de tous les modèles maintenant de performance de la force, que ce soit de la course de montagne jusqu'à l'ultra, l'endurance musculaire, c'est la capacité à reproduire un effort d'une certaine intensité et sur une certaine durée. Et puis la force, ça va augmenter les habiletés motrices, ça améliore la sensibilité à l'insuline, ça veut dire ça améliore la combustion des graisses et ça augmente la construction musculaire. Donc on a vu le lien tout à l'heure par rapport au poids. Ça améliore la densité osseuse, donc ça diminue le risque de blessure osseuse. Ça diminue tous les risques de blessure. Ça augmente la capacité aérobie, donc les risques aussi cardiovasculaires. Donc ça, on est plus là chez les adultes. Et puis ça augmente aussi le bien-être psychologique. Et ça, tous ceux qui pratiquent de la force le disent. Donc vous voyez, c'est une somme de bien-être et on n'a quasiment aucun
point négatif si on le pratique en étant aidé par un préparateur physique. Ça me paraît également important par la bonne gestuelle dès lors qu'on produit des gestes, notamment avec de la force ou avec des charges. Très bien. Bon, que du positif au renforcement musculaire, que ce soit Exactement. chez l'enfant ou chez l'adolescent. Très bien. On va aborder un dernier sujet, si tu veux bien, qui est la structuration de l'entraînement chez les jeunes sportifs. Est-ce que, à l'instar de ce qu'on disait dans d'autres épisodes, mésocycle, microcycle, macrocycle, on peut respecter le même schéma de structuration? Alors oui, on peut respecter le même schéma. Ce qui va varier, en fait, c'est la progressivité dans les charges de travail. C'est-à-dire qu'on va commencer, bien entendu, par des charges moindres comparativement à l'adulte entraîné chez le jeune. Ça paraît évident. Alors, je rappelle ce qu'est la charge. La charge, c'est une combinaison. C'est pas que du volume, ça se mesure pas que par des kilomètres. La charge, c'est la combinaison entre un volume de travail et on va le définir plus par un Alors? volume horaire, Mhm. une intensité, l'intensité à laquelle on va effectuer ce travail. C'est aussi la spécificité de ce travail, et notamment au trail, si on fait la montée, descente, ou si on est cap plat, ça c'est important. La spécificité, c'est toujours par rapport à la discipline. Et puis, c'est également la fréquence du travail, c'est-à-dire combien de fois je m'entraîne par semaine. Donc ça, c'est important de connaître ces paramètres-là, parce que quand on va augmenter la charge de travail chez le jeune, on va jouer sur tous ces paramètres, et notamment, on peut jouer plus que chez l'adulte, sur la fréquence d'exercice. C'est un jeune qui s'entraînait 3 fois, on va passer à 4 fois. Ça va permettre d'augmenter assez fortement la charge. Alors qu'un adulte qui s'entraîne 5 fois, qui est déjà bien entraîné, généralement, s'il s'entraîne 5 fois, c'est qu'il peut pas en faire plus, ou 3 fois, ou 4 fois, ou 6 fois, c'est qu'il n'a pas la capacité d'en faire plus, soit physiquement, soit souvent professionnellement, parce qu'il a un boulot à côté, et donc c'est bien de faire de l'entraînement, mais il faut pouvoir le récupérer, sinon ça sert à rien, on court droit à la blessure. Donc la grosse différence, voilà, chez le jeune, parfois on a des augmentations de charge d'une année sur l'autre de 30 à 40%, parce que l'athlète, par exemple, passe du bac à un sport-études où il a bien plus de temps d'entraînement. Donc, du coup, on va pouvoir augmenter les charges par 1 ou 2 entraînements supplémentaires. Et là, on augmente de 30-40% les charges de travail, sans nécessairement augmenter la difficulté. Enfin, si, on peut augmenter la difficulté des séances aussi, mais c'est moins flagrant que l'augmentation du volume. De même que la spécificité peut rester la même, par exemple. Et le rapport entre intensité et volume peut rester également le même. C'est simplement le nombre de séances qui va augmenter. Et donc, oui, on va peut-être pouvoir ajouter une séance d'intensité de plus, mais on va rajouter du qualitatif. On peut rajouter une séance d'entraînement croisé, ou ça va être une séance de renforcement. Après, on a de multiples moyens d'intervenir sur la charge. Ça, c'est en lien avec l'évaluation qu'on va faire du jeune sportif. Mais la grande différence, elle est là, c'est on commence par des charges moindres, mais parfois, on a la capacité de les augmenter en faisant très attention, encore une fois, au moment de l'adolescence, où là, il va falloir les réduire et avoir peut-être des sports portés plus importants. Tout dépend chaque jeune va être différent de ce point de vue-là. D'accord, très bien. Donc on peut respecter un peu le même principe de Oui, planification et par contre on a un exactement. peu plus de liberté quant à l'augmentation de charge. Voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on va insister sur le qualitatif parce que après l'adolescence, c'est l'âge d'or justement du développement Mm. du VO2 max. Donc, par rapport à un adulte qui aurait par exemple 30-35 ans, chez lequel on va entretenir cette qualité, Mhm. chez le jeune, on va la développer. Eh oui. Et la développer pendant de nombreuses années, Mhm. jusqu'à ce qu'on ait atteint un maximum. Et ce maximum-là, parfois, on l'a pas avant 6, 7, 8 ans de travail. Donc c'est ça qui est important à comprendre. Il y a une inertie d'apprentissage qui est très importante. On le voit bien chez nos jeunes, hein. Certains progressent vite, d'autres progressent plus doucement, à leur rythme. La progression, elle n'est pas continue. On a des ruptures dans la progression. C'est-à-dire parfois, on peut avoir des ruptures dans les deux sens. On peut parfois avoir une petite régression sur un certain temps, et là, il faut faire attention qu'on soit pas en surcharge de travail. Et puis parfois, on a une augmentation brutale du niveau de l'athlète. Donc ça, c'est toujours bienvenu. Et beaucoup progressent, connaissent ce genre de progression. Ça peut se trouver aussi chez les adultes, hein, mais chez les jeunes, c'est assez fréquent que d'un seul coup, boum, on passe à un niveau vraiment supérieur Mhm. où on sent que le travail a été assimilé et qu'il y a une progression qui s'est faite. D'accord.
Très bien. Bon, mais je crois qu'on a été assez complet. Pascal, J'espère. je te remercie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet-là, ben, je vous laisse aller vous procurer le livre Préparation physique du jeune sportif de Sébastien Rattel. Pascal aussi a parlé d'un autre ouvrage dont là je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Et puis Pascal, rappelle-nous un petit peu avec Sébastien Cornette ce que vous proposez pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Oui, on a la chance de pouvoir, avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Athlétisme, qui est la seule ligue en France à permettre cela, de proposer donc tout un panel de formation trail, hein, mais notamment d'avoir depuis cette année-là une formation qui s'appelle Graines de Trailer, dans laquelle on reprend tout ce qu'on a dit aujourd'hui, en détaillant encore un petit peu plus, et avec aussi une formation pratique, c'est-à-dire la mise en place d'ateliers qui vont permettre d'ensuite, quand on revient sur le terrain et qu'on s'occupe de jeunes, de pouvoir mettre en place tout un tas d'ateliers d'apprentissage et de bien comprendre justement comment développer les différentes qualités dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire notamment tout ce qui est force, bon, via la coordination, un peu de souplesse, comment développer l'endurance, etc., sous forme d'ateliers pratiques et ludiques. Voilà, donc le calendrier, on le trouve sur le site de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Athlétisme, donc Aura, et à la rubrique formation trail. Voilà. Magnifique. Donc c'est vrai, c'est chapeauté par la FFA du coup. Alors, non, Non? Alors, Non. surtout, on va surtout pas dire ça, parce que la FFA a été même opposée à ce type de formation. Mhm. On est là avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui est indépendante, qui a son propre fonctionnement. Alors, bien entendu, elle-même dépend de la FFA, mais sur ces formations-là, on est complètement autonome, grâce à un CTR qui s'appelle Philippe Collard, qui, je rappelle au passage, est une perf de 1,43,9 sur 800 mètres, donc qui était un coureur exceptionnel, que j'ai eu la chance, moi, de voir courir dans les jeunes catégories et qui était vraiment quelqu'un, quand on parle de qualité de pied, stiffness, qui était monstrueux. Donc, il a fait quand même des finales olympiques avec Steve Cram ou qui a couru avec Sébastien Coe. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'athlétisme, ce sont des géants de l'athlétisme anglais. Sébastien Coe, qui est le président du CIO actuellement. Voilà, donc cette personne-là qui est ouvert vraiment à toutes les pratiques de l'athlétisme et qui est un ami pour nous et qui est quelqu'un de précieux, nous permet, et on est la seule ligue à pouvoir le faire, d'y continuer à dispenser ces formations sur le trail, parce que sinon, si vous suivez les formations FFA, ça sera via des modules de formation Internet, et ce sera moins complet, j'ose le dire, et puis je l'affirme, parce que je les ai dispensés, donc je peux me permettre de le dire. On passe bien plus de temps théoriquement et pratiquement sur les formations qu'on dispense avec la Ligue. Et puis, on a tout un cursus de formation aussi qui permet d'avoir une progression également chez l'entraîneur. C'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, enfin, c'est pas souvent, c'est pratiquement les entraîneurs qui viennent, qui commencent par une de nos formations, les font toutes en général. Mhm. Voilà, donc on retrouve les mêmes gens et qui ensuite ouvrent aussi des écoles de trail qui sont suivis, qui suivent tout ça, et c'est vraiment intéressant parce qu'il va falloir s'occuper, bien entendu, de plus en plus des jeunes dans notre discipline favorite, parce que, comme on l'a dit un petit peu auparavant, la FFA n'est pas structurée en fait pour accueillir les jeunes dans les clubs et pour développer ça. Alors c'est très bien pour les écoles d'athlétisme, hein, c'est parfait, et on peut très bien même via les écoles d'athlétisme ensuite former de très bons trailers. Mais on a quand même quelques spécificités qu'il faut parvenir à développer. Et comme je l'ai dit au début, la FFA est encore bloquée Mhm. sur notamment les distances qu'on peut faire aux jeunes, notamment à l'entraînement, et sur également le travail de la force, parce que ces connaissances-là sont encore mal diffusées et elles vont à l'encontre d'idées reçues. Moi, j'ai été formé avec ces idées reçues-là aussi. Donc il faut savoir s'en débarrasser. On est un peu dans l'ordre de la pasta partie ou du mythe du steak saignant. On est complètement là-dedans et ça persiste encore. Hein. Et des idées reçues, c'est parfois une ou deux générations pour les faire disparaître. Donc on a un petit moment de boulot. Et donc je te remercie aussi, Nicolas, de nous donner la parole et de citer Sébastien Rattel, dont vous pouvez trouver aussi des conférences sur le net et dont je me suis largement inspiré parce que c'est la référence en
dans ce domaine. Et donc, il faut toujours se rapprocher des références et de leurs recherches. Ça me paraît extrêmement important. Et puis, en se basant aussi sur sa propre expérience, bien entendu. Voilà. Parfait. Bah écoute Pascal, c'était clair, net, précis. Je te remercie énormément pour le temps que tu m'as et que tu nous as accordé. C'était hyper intéressant. C'est moi qui vous remercie de l'écoute et je tenais juste pour finir de conclure que j'ai énormément de contacts de personnes qui suivent les podcasts et notamment qui me demandent à l'entraînement alors que je peux pas accepter actuellement parce que je ne peux pas. Mais ça fait toujours plaisir d'échanger et de voir donc que le podcast est très suivi. Eh ben c'est gentil. Merci beaucoup Pascal, c'est aussi grâce à toi et grâce à toutes les personnes comme toi qui me font confiance et qui font que vous me donnez du temps à moi et aux auditeurs de manière désintéressée et ça c'est cool. Voilà, okay. Je te remercie Nicolas et bonne pratique à tous. Alors. Merci beaucoup Pascal. Merci. Salut, merci, à bientôt. Au revoir. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez appris quelques éléments concernant les jeunes et le trail. En tout cas de mon côté, ça va me servir à compléter ma formation et je remercie Pascal Ballucci de nous avoir fait partager tout ça. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Mais vous pouvez également me suivre personnellement sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. N'hésitez pas si vous le souhaitez à noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire monter le podcast dans les classements, et puis la bonne vieille recette toujours hyper efficace du bouche à oreille qui reste la clé et la meilleure solution. Donc parlez autour de vous du LTP à votre entourage et ça aidera à faire en sorte que le podcast continue de grandir. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut!